Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 13, écrire son deuxième livre. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Écrire son deuxième livre ou, de manière générale, survivre à la publication. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ou voire un temps certain, vous avez écrit pour vous, pour votre plaisir, ce qui devrait toujours être la première raison, mais à un moment, catastrophe, quelqu'un vous propose de publier un truc, oulala. Et après, s'engage, potentiellement, peut-être, mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite, de publier encore et davantage. Donc, dans cet épisode, on va essayer de voir de manière générale à comment en fait survivre finalement à la publication, aux éventuels impératifs qui peuvent naître, qu'ils peuvent d'ailleurs vous tomber dessus sans forcément prévenir, sans crier gare. Comment écrire son deuxième roman et comment écrire sa troisième, quatrième, cinquième nouvelle et petit à petit passer vers le dur statut de professionnel avec tous les guillemets du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou en tout cas de répondre, d'affronter ces exigences, s'il y en a. Je sais pas vous, mais il me semble que les problèmes les plus fréquemment rencontrés quand on fait cette transition, qui n'est pas évidente, en fait finalement ça revient à, de manière globale, la notion de pression, la pression temporelle, il y a des deadlines, la pression de créer sur commande, de créer dans un thème, et puis la pression qu'on se met à soi tout seul, c'est-à-dire à un moment il n'y avait pas d'enjeu, ou on n'en avait pas conscience, ou en tout cas les enjeux se déplacent. Oui, alors moi je rajouterais aussi une pression supplémentaire, qui est surtout quand on a un premier roman qui a bien marché ou rencontré des lecteurs, ou etc. Il y a la pression de pas décevoir. Et ça, alors j'ai un parcours un peu particulier parce que mon deuxième roman, je l'ai écrit avant que le premier sorte et finalement il est sorti en premier, bref. Donc c'est des enjeux qui ont été un peu brouillés pour moi, mais je l'ai vu chez d'autres jeunes auteurs et jeunes autrices. Disons en tout cas la pression du roman qu'on écrit une fois que le ou les premiers ont été publiés. Quand on est déjà auteur publié, qu'on a déjà des lecteurs, des lectrices qui nous suivent, qui attendent des choses de nous, ou du moins dont on a l'impression qu'ils attendent des choses de nous, quand on a un peu, sans faire exprès, quelque part, créé une sorte de standard de base de notre écriture et qu'on a l'impression comment être à la hauteur en fait de standard qu'on a créé. Et ça fait aussi une pression supplémentaire qu'il faut savoir gérer. À titre personnel, j'ai plutôt rencontré ça que des attentes plus concrètes. Moi, je vis pas de l'écriture à temps plein, donc c'est un cas de figure qui est encore un peu différent. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu, comme toi, j'ai eu un parcours un petit peu brouillé dans le sens où j'ai commencé par des nouvelles et ensuite j'ai signé 3 contrats un peu coup sur coup pour des livres déjà écrits. Et c'est peut-être à partir de mon deuxième recueil, en fait, qui était mon 4e livre, que j'ai senti une pression différente. Moi, essentiellement parce que j'ai un livre qui a toujours mieux marché que les autres, qui est Serpentine, et je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et pourquoi encore maintenant il continue à se vendre plus? Et j'ai extrêmement mal vécu le fait que mon recueil suivant n'ait pas eu le même écho. Et tout de suite, on va se dire, ça y est, c'est foutu, mon meilleur travail est derrière moi. Enfin, on peut partir vraiment dans un truc parano. Et ça a été difficile de lâcher prise sur ça et d'admettre que, non, il va pas se repasser exactement la même chose, à l'identique, mais que peut-être ce livre-là, la rencontre se fait moins, mais il peut se passer autre chose ensuite. Et des fois, on doit passer par une étape comme ça, ou de répétition de quelque chose, qui ne se passera pas de la même chose pour apprendre à lâcher prise. Mais je sais que personnellement, c'est ça le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est ces attentes que je sentais, avec en plus le fait qu'ayant publié 3 livres de manière très rapprochée sur un concours de circonstances, j'ai dû affronter l'attente des gens qui était que presque de décevoir les gens en leur montrant ensuite que non, moi je suis quelqu'un qui écrit un livre tous les 4 ans et je pourrais plus jamais enchaîner aussi vite. Oui, et il y a vraiment 2 choses là-dessus qui, disons, ressemblent beaucoup à des choses que j'ai vécues, que j'ai autour de moi. C'est effectivement aussi cette temporalité qui devient complètement bizarre. C'est-à-dire que notamment quand, suite à certains concours de circonstances, ou parce qu'on avait pour d'autres auteurs des romans déjà prêts, on publie 1 ou 2 romans de manière très rapprochée, c'est comme s'il fallait confirmer l'essai en fait, et que le monde s'attend à ce qu'on publie un roman limite tous les ans. Ce qui, par exemple, n'a pas été le cas entre La Dernière Lame Porcelaine, qui étaient mes 2 premiers, qui sont sortis très rapprochés, et Un Éclat de Givre. Il y a eu une temporalité un peu plus longue, et il y a, mine de rien aussi, à ce moment-là, arrive après les premières publications, plein de bons conseils de gens, et qui sont effectivement pour certains des bons conseils. Mais tout à coup, on se retrouve avec tous les conseils que reçoit un auteur publié sur
voilà, faut pas que tu prennes trop de temps entre deux publis, ou ton roman donc Porcelaine il a bien marché, c'est sur la Chine, maintenant tu fais le Japon, le Cambodge, le Laos, le Vietnam quoi. Et tout à coup il y a tous ces conseils là en fait pour confirmer l'essai qui nous arrivent en pleine figure et qu'on sait pas forcément encore comment gérer. Et faire le tri un peu là-dedans, ça fait partie du travail. Disons, pour moi, je dirais pas forcément du deuxième roman en tant que tel, mais de ce que représente le deuxième pas après les premières publications. Bah, il faut parfois un peu de temps pour réussir à démêler soi-même ce qu'on a envie de faire sur le long terme et pour réussir à l'imposer, effectivement. Clairement. Et alors après, une chose que j'ai fait et qui, pour le coup, moi, m'a aidé avec donc mon troisième roman, mais qui était pensé comme le deuxième, qui était Un éclat de givre, et que je vois d'autres auteurs faire, c'est aller complètement ailleurs et quelque part déjouer un peu ses attentes et me dire, de toute manière, voilà, je vais là et puis je vais voir ce qui se passe. Et quand une première fois on fait ce pas d'aller complètement ailleurs, mine de rien, de voir que ça casse pas complètement toute la dynamique, pour moi, ça a été assez libérateur de vivre ça. Et maintenant, chaque fois que justement j'ai un peu en doute ou tout ça, mon premier réflexe, ça va être vraiment de dire, je vais pas essayer de répéter un truc en fait. C'est au contraire d'aller voir ailleurs et d'aller voir ce que j'ai pas encore fait et quelque part de faire toujours comme si c'était un peu le premier pas d'une certaine manière. Après, au niveau de la question de l'attente, il y a une chose aussi que l'expérience apporte et qui est peut-être difficile au départ, c'est la peur de perdre les lecteurs en cours de route. Et moi, je blague sur ça régulièrement en disant que j'ai des lecteurs qui me suivent d'un livre à l'autre et je peux partir complètement ailleurs. J'ai quand même un certain nombre de lecteurs qui vont me suivre, je vais pas dire sur n'importe quoi, mais sur des projets des fois un peu hors normes. Ce que je ne savais pas au départ, c'est vraiment quelque chose qu'on construit sur le long terme. Clairement. Et même ce que je vois, et ça c'est vraiment une grande chance qu'on a, notamment avec notre lecteur à nous, c'est qu'on a des lecteurs qui aiment bien qu'on aille ailleurs, et ça c'est super cool. Ça c'est précieux, oui. Voilà. Et après, de toute manière, disons, est-ce qu'aussi être auteur, c'est être une sorte de petit écrivain, écureuil qui va quelque part faire sa petite pelote de lecteur et essayer de la garder bien au chaud dans son petit trou dans le chêne, quoi. Je suis vraiment pas sûre. C'est la question, ce que je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on décide de faire et comment s'y tenir, et une question d'ambition personnelle finalement. Alors, je vous rassure, les lecteurs, on les perd. Quand je suis parti faire Léviathan en thriller, qui en fait est en réalité de l'imaginaire complètement, mais qui a été marketé en thriller, j'ai quasiment perdu le peu de lectorat d'imaginaire que j'avais commencé à constituer. Je dis peu parce que j'avais publié qu'un recueil de nouvelles et un bouquin chez Critique avant que Critique ne soit diffusé, distribué, etc. C'était le deuxième bouquin des éditions et à la base, c'était à cette époque-là, ça restait un petit éditeur. Donc, en thriller, j'ai quasiment du tout recommencé de zéro. Mais en même temps, c'est pas grave. Effectivement, je crois que c'était toi, Estelle, qui disait que un auteur, c'est pas un écureuil, et au contraire. Et d'ailleurs, quelque part, je pense que c'est une des plus pernicieuses prisons. Heureusement, en Europe, en France, on n'est pas trop sujet à ça, je crois, mais on le voit aux États-Unis, où les choses sont beaucoup plus marketées. Et on voit des auteurs qui se retrouvent dans un univers et qui parfois ne se retrouvent qu'à ne plus pouvoir développer que ça. Alors s'ils sont contents de ne devoir développer que ça, c'est très bien. Par contre, s'ils aimaient pouvoir faire autre chose et qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est ennuyeux pour la liberté créatrice et le plaisir de faire ce truc-là. Mélanie, t'as parlé de lâcher prise, je pense que c'est hyper important, cette notion, notamment et je suis encore une fois tout à fait d'accord avec vous sur la pression et les attentes qu'on se met. Moi, personnellement, pour le retour d'expérience, ça peut vous tomber dessus à peu près n'importe quand, qui est que quand j'ai publié La Messagère du Ciel, qui a marché à une envergure qui a surpris Critique et moi le premier, le bouquin a été très remarqué, a eu des prix, etc. Et j'étais à milieu d'imaginer qu'il ferait ça, honnêtement. C'était pas mon premier, ça devait être le 6e ou 7e, un truc comme ça. Et au moment d'écrire le 2, alors que pourtant, je pensais que je savais à peu près ce que je faisais, j'ai pris la pression dont vous parlez en pleine face, mais d'une manière qui m'a complètement vraiment désarçonné. Alors au final, j'ai réussi à m'en sortir, mais je pense que c'est hyper important ce que vous dites, le fait que je pense qu'on navigue ces eaux-là et ce genre de pression, toutes et tous, à un moment. C'est presque une composante inévitable, mais je pense qu'on est là pour dire que c'est pas grave, et que c'est pas un problème, et qu'on y survit. Mais que par contre, et ça devrait de toute façon, je pense, faire partie du boulot de l'écrivain de manière générale, il y a un boulot d'introspection à faire qui est, en fait, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux communiquer, qu'est-ce que je veux échanger, et il est indispensable à faire. Mais si on fait un métier intellectuel comme l'écriture, normalement, ça devrait pas être trop un souci. Mais plutôt que de le craindre,
j'aurais tendance à dire embrassons-le parce que ça fait pas mal. C'est peut-être des questions que je me suis posées plus au début, je suis en train de repenser à ça. Le moment où on a commencé à mettre un orteil ou un pied dans l'édition et qu'on a envie de s'accrocher à cette place-là, moi j'ai traversé une phase où je savais pas trop ce que je voulais écrire. Je savais que c'était des nouvelles fantastiques, mais je me suis un peu perdue à écrire des textes qui étaient, on va dire, qui étaient bien foutus, bien écrits, bien lissés, mais où il n'y avait pas quelque chose de personnel. Et j'ai eu un moment de flottement comme ça, à vouloir à tout prix garder cette place que j'étais en train de me construire, mais sans savoir vraiment où j'allais. Après, aussi quelque chose pour dire un peu du positif sur quand on a, disons, ça ou ces premières publications. Par contre, quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, c'est, mine de rien, l'assurance différente que ça m'a donnée. Je suis passée par là, je sais à quoi ça ressemble, et j'ai une vision aussi plus pro des choses. Et par exemple, après mes premières publications, j'ai plus hésité à donner mon avis sur des couvertures, sans me prendre pour une illustratrice que je suis pas, mais en ayant vu effectivement à quel point la pertinence d'une couverture, le fait qu'elle soit pertinente par rapport à un texte, ça a aidé ou pas un livre, par exemple. J'ai pu davantage, et au fil des publications aussi, voir tous les enjeux qu'il y avait derrière au moment où le livre entrait dans le grand monde, et aussi avoir un avis dessus, me forger un avis dessus sur comment je voulais que le livre soit présenté, comment moi je pouvais aider à ce que le livre soit présenté de manière pertinente au lecteur, et tout ça aussi de voir, mine de rien, où peut-être je pouvais aller. Et ça, c'est quelque part, disons, j'ai l'impression que les premières publications, toutes les publications, mais à fortiori les premières, c'est comme si on avait un gros coup d'enclume sur le petit métal de l'auteur, et qui fait que tout à coup, le petit métal de l'auteur, il commence à vraiment prendre forme grâce à ces coups d'enclume de la publication et de cette confrontation au monde réel. J'aime bien l'image, mais oui, c'est complètement ça. Complètement, et je pense que à ce stade et rapport à ça, il me semble important de glisser que parfois une dépression, et c'est relié à cette histoire d'enjeu personnel qu'on se met, c'est que quand on commence et qu'on écrit un peu en ayant envie de la publication, mais en voyant pas forcément comment ça peut se présenter, on fait un peu les choses dans une bulle un peu isolée qui est loin justement d'enjeux de publication, de lectorat, de retour, etc. Et quand vient le moment d'écrire le 2e, 3e, 6e bouquin, vient une autre dimension qui se rajoute qu'on peut sous-estimer, qui est de se dire « j'ai réussi à faire une chose et il faut que j'arrive à la refaire ». Alors, on ne la refait jamais à l'identique puisqu'on écrit des bouquins qui sont différents, mais il peut y avoir, en tout cas à mon sens, peut se présenter un peu de découragement sur le fait d'arriver à réussir à théoriser ce qui a été intuitif. Et Estelle, je crois que c'est toi qui en parlais dans un épisode précédent en parlant de la métaphore du danseur qui doit arriver à intérioriser un geste qui lui a été intuitif, et ça veut parfois dire de le refaire X fois, et c'est pas forcément très drôle, et puis on peut un peu se faire des courbatures. Je pense que c'est important de dire que c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Et un truc qui est important, et que je sais pas vous, mais moi j'ai vu, c'est que, le problème, en tout cas l'expérience, c'est que le goût esthétique et le recul qu'on a sur son travail a tendance à progresser plus vite que la compétence. Et souvent, l'écart reste constant, ce qui peut être un peu démoralisant, mais il faut pas justement se démoraliser, c'est normal, ça veut dire que on peut avoir une tendance à être constamment insatisfait, mais on est constamment insatisfait parce qu'on progresse, et on est constamment insatisfait parce qu'on se met en danger. J'ai pas connu ce décalage-là, en fait, qui est une progression, en fait, et qu'on maîtrise de mieux en mieux les outils, oui. J'ai pas senti ce décalage-là. C'est parfait, je te déteste. J'ai eu d'autres problèmes, je dirais. Notamment cette question de la productivité, d'arriver à accepter que je serai jamais aussi productive que j'aurais souhaité l'être. Il y a une chose que je voulais ajouter, c'est que ce que j'ai trouvé très très déstabilisant et qui est une étape par laquelle on passe et qu'on finit par dépasser, c'est qu'on perd une insouciance. Quand on écrit ses premiers textes, qu'on les écrit seul dans sa chambre, qu'on les fait lire aux copains, à la famille, tout ça, on a une espèce d'insouciance qu'on n'aura plus jamais une fois qu'on prend conscience que désormais on s'adresse à un regard extérieur. En fait, je repensais une citation, c'était Virginie Despentes qui disait ça en interview. Elle parlait de ses tout premiers livres en disant « Baise-moi, quand je l'ai écrit, je l'avais lâché, c'est vraiment sorti tout seul. Les chiennes savantes, c'était déjà un petit peu plus réfléchi. » Et quand elle disait ça, je me revois tout à fait en train d'écrire vraiment des choses qui sortent toutes seules. Et d'un seul coup, on a pas une pression, mais on a conscience que bon, là, il faut pas faire n'importe quoi. Ça va réellement être lu, et pour moi, c'est un peu un choc, en fait. Et c'est quelque chose qu'on finit par apprendre une fois qu'on a dépassé ça, en fait. C'est une étape à dépasser. Juste en une phrase, disons, c'est cette idée, j'ai l'impression aussi qu'il faut admettre, c'est que plus on fait de romans, de publications, de textes, ça sera pas plus facile, ça sera juste difficile de manière différente.
Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Complètement. Et juste sur ce cycle de technique et de naturel que tu dis, Mélanie, alors je pense que c'est vrai. Je pense aussi que dans le travail d'apprentissage d'un art quel qu'il soit, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast, mais d'abord c'est intuitif, ensuite on théorise, on commence à apprendre et ensuite on recommence à apprendre à enlever. De la même manière que on peut s'amuser en prenant une guitare et jouilloter un petit peu, on se rend compte qu'on n'est pas trop mauvais. Après, il va falloir faire des gammes, et ces gammes-là, elles permettent justement de revenir au naturel. Et peut-être qu'on ne reviendra pas à ses premiers amours, mais aussi peut-être parce qu'on a évolué, qu'il s'est passé 10, 15, 20 ans, voire davantage, dans ce cycle-là, et que on a aussi mûri, évolué. Mais je pense que c'est important de réaliser qu'on ne perd rien, on évolue juste, et on ouvre d'autres horizons. Mais de la même manière que dans la vie, ma bonne dame, on ouvre des horizons et on s'enferme d'autres, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer à élargir et à enrichir la personne. Et cet enrichissement va peut-être conduire à d'autres formes de création. C'est pas un souci. Ça veut pas dire qu'on a perdu des choses. Ça veut dire qu'on se bonifie comme du bon vin et qu'on n'est plus du jus de raisin. Je suis hyper en forme aujourd'hui. Totalement. Une petite citation pour terminer, citation de Stephen Chbosky avec une traduction maison comme souvent. Le plus difficile, c'était le meilleur. C'était de tout recommencer. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.